Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est important. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien. Alors, partagez le direct. Je vais vous expliquer le film du plus grand génocide que Dramane Ouattara et son RADP allaient commettre en Côte d'Ivoire. Ce grand génocide qu'ils avaient organisé. Il allait avoir un grand massacre du peuple ivoirien. Ah, vraiment. Je vois que ce sont des gens sans cœur. Ils n'ont pas l'amour de leur prochain en fait. C'est des gens vraiment... On n'est plus rien. Baki Keïta, il dit présenter. C'est bien. Mais de toutes les façons, votre objectif, vous n'allez pas atteindre ça, donc c'est tout. Je sais que ça vous fait mal, présenter, ça vous fait mal. Que le président a déjoué votre coup. Donc, il y a quoi à vous. Dramane n'a pas réussi son coup. Vous pensez qu'il allait atteindre ses objectifs pour rester au pouvoir jusqu'en 1900 Toé. Vous rigolez ou quoi? Nous, on est là. Ce qui est caché, on dévoilé. Des petits malhonnêtes notoires que vous êtes. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modone. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein de royal padrino, camari des eaux ou la monte. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui s'est passé hier. Ce qui était programmé et ce qui devrait arriver. Et après ça, nous allons parler de Simone Gbagbo, sa relation entre elle et Laurent Gbagbo, la relation de Nati Baba entre Laurent Gbagbo et Nati, et la relation de Laurent Gbagbo et ses deux épouses. C'est important. Donc, on va parler de ça. On va parler de ça. Alors, je vous explique le film d'hier. Vous savez, Alassane Ouattara, il n'était pas d'accord pour le retour de Laurent Gbagbo. Il y a eu un entretien entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron concernant l'arrivée de Laurent Gbagbo. Parce que la France croyait que l'image de Laurent Gbagbo allait être ternie et que le peuple ivoirien allait oublier Laurent Gbagbo. Donc la France, qui n'avait pas pour habitude d'aider les pays africains à faire quelque chose, à réaliser quelque chose sur leur territoire, la France a vu que si la Côte d'Ivoire échappe à la France, le reste des Africains risque d'échapper aussi à la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la France a intervenu militairement pour mettre Laurent Gbagbo hors d'état de nuire, alors la France a apporté son aide à Alassane Ouattara pour pouvoir faire ce qu'il a fait là. Et ils ont pris ça pour brandir comme une communication qu'ils ont mis de l'avant. Oui, Ouattara fait des ponts, Ouattara fait des routes, ceci, cela, et que Laurent Gbagbo, ivoirien, c'est un chercheur de femmes. Laurent Gbagbo, c'est un boulanger, il est ceci, il est cela. L'objectif caché, c'était de montrer aux Ivoiriens que non, c'est Alassane Ouattara qui travaille, et que ne suivez plus les nullards, et que dorénavant, en Côte d'Ivoire, suivez ceux qui travaillent. Mais suite à ça, est-ce que vous voyez encore Alassane Ouattara, ce qu'il fait là? Est-ce que ses travaux, de la manière dont il a commencé au début là, est-ce que c'est le même rythme de l'évolution sur le terrain? Non, ce n'est plus comme ça. Au début, quand il est venu, il construisait les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, c'est la même chose?
ce n'est plus la même chose. La France pensait qu'elle avait atteint son objectif. L'objectif, c'était d'enlever l'amour du peuple ivoirien, l'amour du FPI dans les cœurs du peuple ivoirien. Donc, la France a boosté Alassane Ouattara à un moment donné et a permis à Alassane Ouattara de réaliser ce qu'il a réalisé. Et arrivé à un moment, la France a dit non, il faut laisser maintenant, c'est à nous maintenant de profiter. Donc, Alassane Ouattara, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Ils ont commencé aussi à faire de la manière la France fait les autres présidents, c'est-à-dire les empêcher de travailler. Donc, sur cette base, les deux camps étaient convaincus que personne n'allait encore supporter le FPI et que le FPI était déjà mort. Parce que dans le programme du RADP, c'est moi qui vous parle, j'étais RADP, non? J'étais avec eux. Le programme du RADP, c'était de disloquer totalement le FPI parce que c'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire que le RADP craint. Et que le RADP pense que Bédié, il n'a plus plutôt cette capacité de pouvoir mobiliser le peuple ivoirien. Et donc, suite au problème de santé qu'il va avoir dans les années à venir, le PDCI sera récupéré dans sa totalité pour que le PDCI devienne un avec le RADP. Une fois cela, mais le FPI serait mort parce que Laurent Gbagbo, dans leur programme, il n'allait plus revenir. Et donc, Alassane Ouattara et la France ont fait de telle sorte qu'aucun Ivoirien n'ait encore l'amour d'un leader venant de la part du FPI. Parce que la France considère que le FPI est le seul parti politique qui lui met les bâtons dans les roues. Suite à ça, Soro Diom s'est séparé d'Alassane Ouattara. Donc Soro Diom était aussi devenu un ennemi de l'État et un ennemi de la France. La France allait bel et bien livrer Soro Diom, mais le problème est que comme la France s'était initiée dans cette histoire de la crise post-électorale, la France ne veut plus encore se mêler de façon officielle pour ne pas que les gens disent demain que donc toujours c'est la France. La France encore vient de livrer un fils du pays. Donc la France a joué le jeu. Mais au fond, la France soutient Alassane Ouattara pour traquer Soro Diom. Alors, à leur grande surprise, Laurent Gbagbo a été libéré. Charles Blé Goudé a été libéré. Donc, ils voient que tous ces efforts qu'ils ont fournis pour ternir l'image de Gbagbo et de Blé Goudé, ça n'a pas abouti à quelque chose. Et que le peuple ivoirien aime toujours Gbagbo. Mais le monde entier regarde Ouattara. Le monde entier regarde la France. Donc la France ne peut pas dire encore que Ouattara, il ne faut pas que Gbagbo va revenir. Ils vont encore dire, vous encore, puisque l'image de la France se dégrade en Afrique. Les Africains de jour en jour se révoltent contre leur ancien colonisateur. Donc du coup, la France ne veut plus encore ternir son nom. Donc la France se cache derrière les hommes politiques pour dire, bon, écoute, il faut le laisser rentrer. Mais nous sommes inquiets. Et notre inquiétude, c'est que sa popularité demeure toujours intacte. Et que tous ces efforts qu'on a fournis, on n'a pas pu enlever l'amour de Gbagbo dans les cœurs du peuple ivoirien. Est-ce que ça ne va pas trouver l'ordre public? Avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, Jean-Yves Le Drian a été sur le terrain pour constater, faire un entretien avec le gouvernement ivoirien, a profité aussi pour signer le contrat d'un truc entre l'État français et l'État ivoirien. Mais le vrai problème là, c'était pour ça qu'il était parti. C'est les autorités du pays lui ont fait le point. Et la stratégie qu'ils devraient mettre sur pied pour neutraliser tous les cadres du FPI et les membres de la société civile. Et qu'est-ce qui devrait se passer? Le pavillon donné là, Ouattara n'a pas donné ça parce qu'il est trop gentil. Il n'a pas donné ça parce que c'est lui, Alassane, il a bon cœur. Non, 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 c'était un piège. Ce que je vous dis là, c'est un piège. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ouattara a reçu l'aide de deux services.
le service de renseignement français et celui d'Israël. La ventilation au sein du pavillon a été, c'est-à-dire, ils ont mis un système qui allait diffuser du poison. Mais ce système allait être déclenché une fois le président à l'intérieur, et quand il allait rentrer là, tous les cadres du pays, ils allaient aussi le suivre là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Tous les cadres du pays allaient suivre le président, parce que le président n'allait pas être là-bas seul. Les membres de sa famille allaient aussi rentrer. C'est les gens qui se disent chefs, qui ont porté les gros habits, eux aussi. Et lui aussi, c'est-à-dire les gens, les chefs coutumiers, hein, ils allaient aussi rentrer. La famille de Gbagbo, les hauts cadres du pays, là, ils allaient rentrer dedans. Voilà pourquoi je parle d'un vrai massacre que le gouvernement ivoirien avait organisé hier. Si le FPI n'avait pas attendu l'appel des gens qui sont sur les réseaux sociaux, et surtout moi, parce que souvent, il y a des gens qui ont fait des c'est un plaisantin, ils n'aiment pas écouter les gens. On leur dit la vérité, ah, c'est un plaisantin, il n'a qu'à quitter, et puis ils sont têtus. Quand le danger arrive, on dit, lui, il avait dit, ah, on dit, oh, lui, là, c'est pas coïncidence, il a dit ça, ce sont des plaisantins. Écoutez toujours les gens qui font les vidéos. Vous ne savez pas d'où nous prenons nos informations. Vous ne savez pas les gens avec qui on est en contact. Vous ne savez pas les relations des gens. Donc quand on vous file une information, ne négligez pas cette information pour dire, ah, plaisantin. Un grand massacre a été évité hier. Non seulement la famille de Laurent Gbagbo allait être massacrée, mais pas avec des balles, mais allait être massacrée de façon officieuse à travers le poison. Donc quand eux tous ils allaient rentrer au pavillon d'honneur, le système allait être déclenché et la ventilation allait souffler, hein, allait souffler, comment on appelle ça, l'endroit où ils étaient. Eux tous, ils allaient respirer l'air. Mais les cadres du RADP, sachant cela, personne ne s'est déplacé pour aller là. Avez-vous vu les cadres du RADP aller là-bas pour dire, ah, même KKB qui est ministre de la paix là, vous l'avez vu au pavillon, truc donné là-bas. Vous avez vu KKB là-bas pour dire, je m'avais attendre Laurent Gbagbo au pavillon d'honneur puisque c'est moi qui a été désigné ministre de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Eux tous, ils savaient qu'il ne fallait pas aller là-bas. Même les députés RADP ne sont pas allés. Aucun ministre du RADP n'est allé là-bas pour attendre Laurent Gbagbo parce qu'ils savaient ce qui était là-bas. Ils savaient ce qui était là-bas. Alassane Ouattara allait prendre la décision pour dire, je m'en vais accueillir Laurent Gbagbo. Mais si ça va l'accueillir, puisqu'il lui a offert un pavillon d'honneur, lui-même il allait aller là-bas pour dire, c'est là-bas il allait attendre. Ouattara n'allait pas attendre sous le soleil, hein, dans la cour de l'aéroport, attendre Laurent Gbagbo là-bas. Non, il allait rester au sein du pavillon pour dire, quand Laurent Gbagbo allait arriver, il allait rentrer là-bas pour dire, mon frère, pendant que lui il donne pavillon, il dit, voici un grand endroit, va faire tes trucs, ta cérémonie. Lui-même, il se cherche. Il va où? Il sait ce qu'il a mis dedans. Pourquoi il ne voulait pas rentrer là-bas pour attendre Laurent Gbagbo? Pourquoi il a interdit à tous ses ministres d'aller là-bas? Pourquoi il a interdit à tous ses ministres d'aller là-bas? Le piège était là-bas. Et donc tous les cadres et les gens de la société civile qui allaient rentrer là-bas hier, là, à la présence, ils n'ont pas déclenché ça. Hein. C'est quand Gbagbo allait être assis là. C'est un système qu'ils allaient déclencher de loin. Ce n'est pas une explosion, mais la diffusion de leur split. Quand je parle de split, je parle de trucs comme on appelle, ce qui donne la fraîcheur là, dans les maisons là. Climatiseur, ça allait diffuser. L'air qu'ils allaient respirer là, quand ils allaient partir, ils allaient mourir un à un. Et ils vont dire, ah, Dieu est en train de frapper les gants. Dieu est en train de nettoyer le pays. Ah, Dieu n'a pas oublié. En commençant par les chefs.
Et ils allaient mourir en désordre. Non seulement toute la famille de Gbagbo allait mourir, mais les cadres du pays allaient mourir. Et suite à ça, qui allait encore faire front à Alassane Ouattara? Puisque si tout le monde meurt, il reste à Afi lui-même, il n'est pas parti. Non, 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 non. Baboura, ce n'est pas à cause de Simone. Qu'est-ce que vous dites même? Je vais vous expliquer pourquoi Laurent Gbagbo ne voulait pas que Simone arrive là-bas. Je vais vous expliquer. Vous ne connaissez rien et vous voulez justifier. Non, à cause de Simone. Ce n'est pas à cause de Simone. Laissez ça. Et ils allaient commencer à mourir. Les chefs, tout ça, ils vont dire, ah, Dieu est en train de nettoyer le pays. Oh, pourtant, les gens là viennent à peine d'être empoisonnés. Et le RADP allait maintenant être le seul parti politique fort. Quand ils allaient neutraliser tous les trucs cadres du FPI, ainsi que les cadres de la société civile, c'est-à-dire les gens de la société civile qui aiment l'affaire du FPI, qui aiment Gbagbo, ils les voyaient comme des ennemis. Il fallait les neutraliser tous. Soro allait rester, ils allaient traquer Soro jusqu'à avoir sa peau. Mais une fois qu'ils sont neutralisés, il reste qui? Bédier. Mais non. Bédier, ils vont dire, mais écoute, tu n'as plus la force. Donc, tout ce que tu dois faire, il faut te rallier. Rallie-toi, sinon, écoute, on sera dans l'obligation de ramasser tous les cadres du PDCI RDA pour les mettre au sein du RADP. Et toi, le vieux, tu vas te retrouver seul parce que tu ne pourras pas battre le RADP. C'est ce qu'il restait à faire. C'est ce massacre qui a été évité. Et quand j'ai été alerté la nuit, moi-même je me demandais, est-ce que mon message allait passer? Je craignais déjà le danger. J'ai dit, mais qui peut me donner le numéro d'un proche de Gbagbo pour que je puisse l'appeler personnellement sans passer par une vidéo pour alerter? Et j'ai dit, mais est-ce qu'ils vont prendre ça en considération? J'ai dit, mais Facebook a mis une sentence sur moi, c'est-à-dire à restreindre ma page parce qu'ils m'ont dit, comme message qu'ils m'ont envoyé, que je suis un individu, dangereux. Voilà le message qu'ils m'ont envoyé. Tu es dangereux, donc pour ça, on restreint ta page. Et si tu continues, on va désactiver ta page. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? À travers la vidéo, je suis dangereux. Il n'y a pas de souci parce que je dénonçais les gens du gouvernement, donc ils m'ont dit que je suis dangereux pour ça. Bon, je sais que c'est eux qui ont signalé. Donc ma page est restreinte. Du coup, je n'ai pas un grand nombre de vues quand je fais mes directs. Je dis, bon, il faudrait que ceux qui se connectent, même si c'est 10 personnes, ces personnes-là téléchargent au moins la vidéo pour la balancer. Faire la pub pour que ça arrive dans les oreilles des cadres du pays qui organisent l'arrivée de Laurent Gbagbo. Parce que si jamais ils ne le font pas, et puis ils font comme s'ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien compris, eux-mêmes là, ils vont être aussi des cibles de Ouattara. Ils vont être aussi massacrés. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu merci, j'ai vu un grand nombre de personnes qui ont fait véhiculer le message. Et je les salue. Toutes les personnes qui ont fait véhiculer le message, salut à vous. Que Dieu vous bénisse. L'endroit où vous êtes, tous ceux qui ont partagé ce direct-là, qui ont partagé cette vidéo-là, je vous remercie. Et je salue la bravoure d'Assou Adou, qui a convaincu Laurent Gbagbo de ne pas passer par là-bas. Parce que lui, il a entendu le message. Puisque dans le message, la personne m'a dit, alerte Assou Adou, alerte Kone Katina, et alerte tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo d'éviter le pavillon d'honneur. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a dit non, c'est parce que ses militants étaient tabassés, voilà pourquoi il a refusé ça. Ça, c'est un langage politique. Il faudrait que ça soit clair. Il ne peut pas dire, ah, ouais, Ouattara a infecté là-bas, voilà. Non, c'est que il ne veut pas la paix. Vous comprenez? Donc, les gens vont prendre ça. Ouattara, il va se sentir frustré pour dire, ah bon, donc Gbagbo me reproche que moi, je veux l'empoisonner. Est-ce que vous comprenez? Donc, le langage diplomatique, il fallait trouver autre chose pour dire, oui, c'est pour ça que j'ai évité. Il ne peut pas dire, Ouattara a empoisonné. Non, on ne fait pas ça. Ils sont en politique. Il faut trouver des mots justes pour ne pas frustrer l'autre. Même si tu vois son coup, tu évites de lui tendre le doigt pour dire c'est toi. Il faut parler
politiquement parlant, il faut trouver un langage pour ne pas que des gens se sentent offusqués. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a tenu ce discours. Mais il sait ce que Adou, comment Asso Adou lui a dit. Et c'est ce qui l'a poussé à refuser le pavillon d'honneur. Maintenant, quand Laurent Gbagbo a dit, il ne fallait pas que Simone Gbagbo vienne l'attendre à l'aéroport. Ce n'est pas Gbagbo qui a dit ça directement. C'était les gens qui étaient autour de Laurent Gbagbo qui avaient déjà eu écho de ça. Parce que Simone Gbagbo, quand il allait venir à l'aéroport, des gens allaient, c'est-à-dire où elle devrait rester, c'était au pavillon d'honneur. Alassane a dit Gbagbo n'a qu'à aller rester, il n'a qu'à passer là-bas. Il n'a qu'à aller au sein du pavillon d'honneur. Ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, ils savaient que Simone Gbagbo, ils allaient installer la première dame là-bas. Pour dire, il faut aller là-bas, tu vas attendre ton époux. Gbagbo ayant l'écho, Asso Adou aussi ayant l'écho, ils ont fait comprendre à Simone Gbagbo, il ne faut pas venir à l'aéroport. Pour ne pas te faire avoir. Tout le monde va rester, ils vont dire non, toi va s'asseoir là-bas. Tu vas mourir cadeau. Parce que Laurent Gbagbo sait qu'elle ne va pas venir seule. Elle vit avec ses enfants. Donc si elle va là-bas, là, s'installer là-bas, ses propres enfants, leur vie sera en danger. Vous pensez que quoi? Donc, le vieux, il dit, par le biais de ses amis, il ne faut pas venir là-bas, il y a un danger. Ne va pas là-bas. Parce que moi, Gbagbo, quand je vais arriver, je ne vais pas descendre pour saluer tout le monde et tout. Dès que je descends, là, on me met dans ma voiture, je vais au QG. Simone Gbagbo s'est endetté quand même pour arriver à l'aéroport là-bas. Mais Laurent Gbagbo ne pouvait pas dire assieds-toi. Mais non, il y avait du monde. Et tout ça, il fallait qu'il quitte vite à l'aéroport. Le plan de Isiaka Diaby, je vais vous expliquer. Comment le pavillon d'honneur était déjà miné, piégé, pour neutraliser toute la famille de Gbagbo, ainsi que ses compagnons et les membres de la société civile. Isiaka Diaby, son rôle, c'était de faire quoi? C'était de venir perturber l'ordre qui était à l'aéroport pour pousser les cadres, tous les cadres du pays allaient se réfugier au sein du pavillon d'honneur. C'est quand ils allaient venir attaquer les gardes qui étaient chargés de sécuriser l'endroit, ils allaient leur demander de rentrer au sein du pavillon d'honneur. Mais les militaires, les gendarmes, eux-mêmes, ils n'allaient pas rentrer, hein. Ils allaient rester autour du bâtiment. Gbagbo, tout ça là, ils allaient les amener là-bas. Donc c'était prévu que si au cas où Laurent Gbagbo refusait de rentrer là-bas, il fallait que Isiaka Diaby et ses éléments passent à l'offensive. Suite à cette menace, ils vont dire à Laurent Gbagbo et ses compagnons de rentrer dans le pavillon d'honneur pour être sécurisés. Une fois à l'intérieur, ils déclenchent le système, ils vont respirer l'air. Diaby, Isiaka est un acteur. Tout ce qu'il a dit là, les tapages là, c'était sa mission. Ce n'était pas le but, ce n'était pas d'arrêter Laurent Gbagbo. Mais devant les médias, il fallait faire comprendre aux gens que non, lui, il s'en va arrêter Laurent Gbagbo. Mais l'objectif réel de Isiaka Diaby là, c'était d'aller à l'aéroport, semer le désordre, pousser Laurent Gbagbo et ses compagnons de rentrer au sein du pavillon, afin que le système ne soit déclenché pour les empoisonner tous à travers l'air qu'ils vont respirer. C'est tout. Heureusement que les forces de défense et de sécurité, parmi elles, il y a des vendus et parmi elles, il n'y a pas de vendus, qui ont empêché certains infiltrés de Isiaka Diaby en cours de route. Cela a permis au comité d'organisation d'éviter le pire et de ne pas conduire leur leader dans le piège qui était le pavillon d'honneur. Voici ce qui était préparé. Beaucoup n'ont pas compris. Et puis ils étaient. Moi je lisais le jeu et je voyais. Et c'est suite à ça qu'on m'a envoyé les informations. Il dit ah ok. Je comprends maintenant. Isiaka Diaby a loupé son coup là. Vous le voyez encore devant chez Gbagbo pour dire, ou bien au QG de Gbagbo. Son coup a été loupé.
Tous ces tapages qu'il faisait là, c'était pour juste faire truc. L'objectif, c'était ça. Pourquoi aujourd'hui, il n'a pas pris, soi-disant, ses victimes pour aller, les familles de ces victimes-là pour aller, ou bien les victimes pour aller manifester? Pourquoi il ne le fait pas? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que son coup a échoué, c'est tout. Son coup a échoué. Son coup a échoué. Donc ceux qui lui ont donné l'argent, beaucoup d'argent là, il a bouffé votre argent gratuit. Vous regardez quelqu'un qui est analphabète, vous lui donnez beaucoup de millions, il faut louer des cartes, il va envoyer des petits microbes, ils vont s'aimer le désordre en fait que votre coup réussisse. Vous pensez que Dieu il dort, Dieu ne dort pas. Votre coup n'allait pas réussir, donc ça n'a pas réussi. Il faudrait que ça soit clair. Votre coup n'allait pas réussir, donc ça n'a pas réussi. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, la relation entre Simone Gbagbo, Nati Baba, Gbagbo lui-même, est-ce qu'on peut en parler un peu? Parce que les gens, ils ne savent pas. Et puis, ils sont là, ils interprètent. Je tiens à vous rappeler que Nati Baba, là, elle est née en 1974. En 1974. Donc, en 1974. C'est à cette date qu'elle est née. En 1988, Laurent Gbagbo a divorcé avec sa femme française, c'est-à-dire la mère de Michel Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Elle s'appelait Jacqueline, Madame Jacqueline. Donc la mère de Michel Gbagbo s'appelle plutôt Jacqueline, puisqu'elle est toujours vivante. Jacqueline Chamois. Elle a divorcé avec Laurent Gbagbo en 1988. Ça veut dire 1988. Pendant ce temps, donc en 1974, Nati Baba naît. En 88, Laurent Gbagbo divorce. Nati Baba avait 14 ans en ce moment-là. Donc, je pense que c'est une femme maoka. En ce moment-là, Simone Gbagbo était avec Laurent Gbagbo. Mais elle n'était pas encore l'épouse de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous me saisissez? Simone Gbagbo était avec Laurent Gbagbo en tant qu'activiste. Mais elle n'était pas encore l'épouse de Laurent Gbagbo. Puisque en 88, Laurent Gbagbo divorce. Donc il était marié. Il divorce. C'est pas la même année qu'il a épousé Simone Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc en 88, Nati Baba avait 14 ans. Donc quand vous faites le bilan, vous savez quel âge elle a déjà. Quand Laurent Gbagbo allait faire sa tournée au nord de la Côte d'Ivoire, parce que avant, quand il était face à Oufoué, il faisait des tournées. Hein? Partout, dans toutes les villes et tous les villages du pays. C'est là, au nord, qu'un vieux Djoula a regardé Gbagbo, il dit, ah, ma fille qui a 14 ans là, tu vas l'épouser. Je te donne ma fille, prends-la comme femme. Laurent Gbagbo a rigolé. Mais elle avait 14 ans, il ne pouvait pas prendre une fille qui a 14 ans pour l'épouser. Mais le vieux aimait tellement Laurent Gbagbo, il dit, ma fille là, en Côte d'Ivoire ça se passe, hein? Une femme qui a un enfant, quand tu vois le jeune, il te plaît beaucoup, tu dis, ah, je te donne ma fille en mariage. Pour ne pas déshonorer le vieux, Laurent Gbagbo a dit, j'ai compris. Mais la fille, elle partait à l'école. Nati Baba, là, elle fréquentait, elle était élève. En ce temps, Simone Gbagbo était avec Laurent Gbagbo. En tant que des amis, ils sortaient ensemble, ils couchaient ensemble, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans les détails. S'ils couchaient ensemble, mais ce que je sais, c'est qu'elle accompagnait Laurent Gbagbo pour les actions politiques au nom du FPI. En ce temps, le FPI n'était pas encore un parti politique, c'était un mouvement politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ce n'était pas encore un parti politique, mais c'était un mouvement politique. Et elle accompagnait Laurent Gbagbo. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, ouais, ils couchaient ensemble. Non.
Je ne peux pas dire ça. C'est que je ne sais pas, je ne peux pas inventer. Mais je sais qu'elle était à Laurent Gbagbo pour des actions politiques. Donc, elle vient de Touba. Touba, je pense que ce sont des Maokas. Les Djoula qui sont là, je pense. Touba, c'est donc la femme de Gbagbo, Nati Baba, elle doit être Maoka. Donc, c'est un vieux de Touba qui a donné Nati Baba à Laurent Gbagbo. Pour dire, ma fille, là, il faut prendre ma fille. Les Djoula, ils font ça en Côte d'Ivoire, non? Ou bien vous ne faites pas ça, vous qui me regardez Djoula là. Vous-même, quand un garçon vous plaît beaucoup, tu dis, ah, c'est parce que je suis âgé, hein. Mon fils, je suis âgé, tu es trop beau. Mais comme je suis âgé là, il y a ma fille qui est là, tu vas prendre ma fille. Beaucoup parmi vous font ça. Ou bien, alors, donc, on n'a qu'à se respecter ici. Alors, donc, le 19 janvier 1989, c'est-à-dire un an après son divorce, parce qu'il a divorcé à 88, un an après son divorce, il épouse légalement Simone Gbagbo. Mais avant d'épouser Simone Gbagbo, il fait comprendre à Simone Gbagbo qu'il y a un vieux, Maoka, un vieux de Touba, qui lui a donné une jeune fille de l'épouser. Mais cette jeune fille a 14 ans et elle est élève. Simone Gbagbo n'a pas pris ça en main. Donc en 89, les deux se marient légalement. Puisqu'il n'était plus marié avec la mère de Tricot Michel Gbagbo. Il a épousé Tricot Simone Gbagbo. Mais il avait fait déjà comprendre à Simone Gbagbo qu'il avait une petite amie. Mais il attendait à ce qu'elle grandisse avant de faire le cococo. C'est-à-dire donner la dot. Comme on fait ça chez les Djoula là. Tu prends, bon, hein, cola, et puis tout ce qu'ils vont te demander. Si tu as les moyens, tu payes et puis tu donnes aux parents. Et puis, si la cérémonie est validée, mais tu prends ta femme avec toi. Simone Gbagbo n'est pas allé contre cela. Elle pouvait s'imposer. Vous dites, pourquoi je ne veux pas. Elle était dans son droit. Ah oui, elle était dans son droit de s'opposer fermement à Laurent Gbagbo. Parce que lorsqu'il lui avait parlé de Nati Baba, en ce moment-là, Nati Baba avait déjà 15 ans. Parce qu'à 88, elle avait 14 ans. À 89, elle avait 15 ans. Simone Gbagbo savait déjà que Laurent Gbagbo avait une petite amie, mais qui devait grandir d'abord avant de frapper la porte des parents de cette dernière. C'est-à-dire donner cola et tout, pour maintenant la prendre légalement. Parce que prendre une fille qui était mineure, ce n'était pas bien. Donc il fallait la nourrir. Alors, ce que vous ne savez pas, Simone Gbagbo elle-même, elle a contribué à payer les études de Nati Baba. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Elle payait, elle finançait les études de Nati Baba, Simone Gbagbo. Elle savait que elle était là pour son épouse, hein, son époux. Mais elle-même, elle finançait ses études. Beaucoup ne savent pas, et puis ouais, Nati Baba a fait taper d'autres, taper d'autres. Non, laissez ce que vous ne savez pas. Laissez ce que vous ne savez pas. Puisque Simone Gbagbo a financé les études de Nati Baba. Ce n'est pas la vie privée, mais je suis là à donner des détails pour que les gens comprennent. Je ne suis pas là à insulter quelqu'un. Je ne suis pas là, mais je suis là à expliquer ce qui se passe. Les gens qui dénigrent les gens, donc je ne prends pas position. Je ne suis pas pour Simone, je ne suis pas pour Nati Baba. Je suis juste au milieu pour rétablir ce qu'il y a comme vérité, pour faire comprendre aux uns aux autres ce qu'ils ne savent pas. Et puis crier sur tous les toits, Yako, Simone Gbagbo, Yako, Nati Baba. Et puis ils en fait n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc Simone Gbagbo a accepté Nati Baba comme la petite amie de Laurent Gbagbo. Elle ne s'est pas imposée. En 89, elle ne s'est pas imposée. Elle était au courant de ça, de cette affaire, de ce dossier-là. Est-ce que vous comprenez? Et donc, suite à ça, plusieurs années plus tard, Laurent Gbagbo a accepté officiellement d'aller faire coco aux parents de Nati Baba. Simone Gbagbo ne s'était pas encore opposée. Elle était l'épouse de gars de Laurent Gbagbo.
elle ne s'est pas aussi opposée à Laurent Gbagbo pour dire non, je ne veux pas que tu prennes cette femme, cette fille, comme ta femme. Au contraire, elle a accepté que Laurent Gbagbo aille faire le coco chez les parents à Touba. Elle vient de Touba. Apparemment, elle doit être Maouka. Comme je ne maîtrise pas trop, je connais les noms des villes, mais les gens qui sont dans ces villes-là, je ne sais pas. Touba, si c'est Maouka ou Odjenika, je n'en sais rien. Mais apparemment, elle doit être Maouka. Il allait là-bas pour faire le coco aux parents de la fille. S'ils sont toujours d'accord à ce que Laurent Gbagbo devienne maintenant l'époux légal, puisque elle était encore petite, et puis le père de Nati Baba avait dit, ah, prends ma fille comme ta femme. Ah, est-ce que son père n'a pas encore changé de vision? Parce que peut-être il peut devenir RADP, il peut dire, ah, c'est Ouattara, j'aime maintenant Gbagbo, et Dakassia, je ne t'aime plus, donc il ne faut plus prendre ma femme. Ah, ça peut arriver. Tu peux aimer quelqu'un et puis à un moment donné, tu dis non, il me déteste, j'aime l'autre leader, donc je vais maintenant donner ma fille à Ouattara. Je ne vais plus donner ma fille à Gbagbo. Mais le vieux est resté constant dans sa prise de position. Il est resté fidèle à sa parole donnée. Il a dit, Gbagbo, oui, tu peux faire le coco. Et il a frappé la porte du vieux. Le vieux a accepté, il a donné tout ce qu'il devrait donner au vieux. Il a pris sa femme. Donc à partir de cet instant-là, Laurent Gbagbo, aux yeux des Ivoiriens, les Ivoiriens devraient reconnaître qu'il avait deux femmes. Mais nous les hommes, là, pourquoi on est africains, non? Pourquoi non, il a deux femmes? C'est devenu un scandale. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas des gens qui ont 5 femmes, d'autres même, ils ont 10 femmes. Est-ce que c'est un scandale? Et quand vous les voyez, ah, lui là, c'est un champion, c'est un Woody, hein. Il a beaucoup de femmes. Vous êtes heureux. Alors, donc, pour être chef d'État, est-ce qu'il y a une condition imposée? Cela n'existe pas dans le Coran ni dans la Bible. Ils n'ont pas dit pour gouverner un pays, il ne faut pas avoir deux femmes. C'est écrit où? Est-ce que dans la constitution ivoirienne, ils ont mis ça dedans? Pour dire si tu es président, tu n'as pas droit à deux femmes. C'est écrit où? Quelle loi? Il n'y a aucune loi qui interdit à un chef de l'État d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 10 femmes, 20 femmes. Tout dépend de ses moyens. S'il a beaucoup de moyens et qu'il pense pouvoir survenir à leurs besoins, mais il prend autant de femmes qu'il veut. Est-ce que c'est votre problème? Donc Simone Gbagbo et Nati Baba, c'est pas aujourd'hui les deux se connaissent. Hein? Elles sont habituées. Elles sont habituées. Pourquoi c'est aujourd'hui les deux vont se bagarrer? Pourquoi aujourd'hui vous voulez que Laurent Gbagbo fasse un choix? Non. C'est parce que Laurent Gbagbo était loin de Simone Gbagbo. Et elle aussi, elle ne pouvait pas voyager. Parce que Fatou Bensouda est à sa recherche. Elle savait bel et bien que son mari était en Belgique. Elle ne peut pas prendre un vol pour aller parce que Fatou Bensouda risque de l'attraper. Donc elle a préféré rester en Côte d'Ivoire. Comme Nati Baba, il n'y a pas une épée de Damoclès sur sa tête. Elle pouvait voyager. Donc c'est elle qui était mieux placée puisqu'elles sont 2 épouses. L'autre ne peut pas voyager. Elle ne peut pas sortir de son pays pour aller ailleurs parce que à tout moment, Fatou Bensouda peut l'attraper. Cette Gabienne qui a voulu foutre la merde dans notre pays, elle pouvait mettre la pression sur nos différents présidents moutons africains là, pour dire arrêtez-la, emmenez-la à la CPI. Et puis ils allaient suivre doigt comme des petits moutons notoires. Donc elle ne pouvait pas voyager. Donc celle qui pouvait voyager, celle qui pouvait faire des mouvements librement, elle était obligée de s'occuper de son mari. Puisqu'elle a été sincère, elle n'a pas dit ah, Gbagbo est parti à la CPI, je l'abandonne. Non. Elle sait que c'est son père qui lui a donné cet homme. Ce n'est pas elle-même qui a choisi. C'est le père, le vieux Maoka, hein, qui est caché dans son tout bas lointain, qui a sélectionné Gbagbo. Il dit ma fille, c'est lui-là qui est ton mari. Donc, elle voit que Laurent Gbagbo est en prison. Elle a un enfant avec lui. Ah. Elle dit non, si je laisse à ce monsieur, c'est que j'ai déshonoré mon père de là où il se trouve. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Puisque suite à cette relation, elle a été formée par Laurent Gbagbo. Elle a été dans le code de Laurent Gbagbo. Elle n'a pas abandonné. Elle prenait soin de lui. Malgré
que lorsque les gens vont à la CPI, ils ne reviennent plus. Mais elle était convaincue qu'un jour, là, son mari allait être libre. Il allait sortir de la prison. Sinon, c'est quel argent elle n'a pas? Elle a beaucoup d'argent. Elle a payé une maison à Bruxelles. Et dans un quartier chic, c'est-à-dire là où il y a les Charles Michel, hein, les riches de Belgique, c'est là-bas, elle a payé maison. C'est là elle habite. Sa maison, là, ça y est là-bas. Elle pouvait dire, mais j'ai maison, j'ai tout, j'ai l'argent. Oh, Babo, je fous moi là-bas. Tu es un prisonnier, je m'en fous. Mais non, elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a payé la maison pour dire, au cas où mon mari sort, je vais l'accueillir paisiblement à la maison. Je vais prendre soin de lui, je vais le masser et tout. Mais si c'était une autre femme, elle allait s'attraper un petit pompier pour dire, mais lui là, il est en prison. Écoute, petit pompier, j'ai des milliards, j'ai l'argent, donc toi et moi, on fait notre belle vie. Je m'en fous de l'autre, il n'a qu'à rester dans sa prison là-bas. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a pris soin du monsieur. Quand il est sorti de la prison, elle l'a amené à la maison. Si elle était mauvaise, elle allait dire non, 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 je demande divorce. Ils ne se sont pas mariés à la mairie. C'est un mariage coutumier. Donc rien ne l'a lié à Laurent Gbagbo à travers la mairie. Elle pouvait dire non, 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 on n'est pas mariés, fous-moi le camp. Non, mais elle ne l'a pas faite. Elle a pris soin de lui. Toutes ces années, défilé à la haine, Bruxelles et elle, Bruxelles, elle prenait même hôtel là-bas. Elle payait hôtel aux Pays-Bas pour que chaque matin puisse prendre soin de son époux. Son enfant fréquentait. Elle devrait confier l'enfant dans de bonnes mains pour ne pas que les gens fassent du mal à l'enfant parce que c'est l'enfant de Gbagbo. Donc n'importe qui pouvait toucher l'enfant pour faire mal à Laurent Gbagbo. Elle payait quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Ce n'était pas une tâche facile. Donc Laurent Gbagbo voyage. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il laisse la fille là, enfant des gens là-bas, pour dire non, c'est pas toi qui est ma femme légale, reste en Belgique, ici, et puis moi, Gbagbo, je rentre seul. Mais comment ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites cela? Mais comme ces deux femmes, et ils respectent les deux femmes, comme l'autre est avec lui, il a demandé à l'autre, ne viens pas. Et aussi le piège qui se trouvait à l'aéroport là-bas. Il ne voulait pas que l'autre tombe dans le piège avec ses enfants, parce que ses enfants, ils ont fait un cortège pour débarquer à l'aéroport là-bas. Donc imaginons si Laurent Gbagbo n'était pas vigilant, toutes ces filles qu'il a eues avec Simone Gbagbo, Michel Gbagbo, tout le monde allait mourir cadeau comme ça. Ne venez pas. Simone Gbagbo a préféré aller là-bas quand même. Mais malgré ça, quand il a vu, ils ont fait un collage. Mais puisqu'il ne devait pas durer à l'aéroport là-bas, parce qu'on ne sait jamais, les snipers de Dramane Ouattara peuvent à tout moment surgir de nulle part pour lui mettre une balle dans la tête. On sait comment Dramane est. Donc pour éviter une balle perdue venant de la part des snipers de Dramane Ouattara, alors Laurent Gbagbo a décidé de quitter l'aéroport le plus tôt possible pour aller dans son QG. Au moins là-bas, là, il sait que ses militants sont autour de lui. Donc, pour l'atteindre comme ça, ça ne va pas être facile. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Après, Simone Gbagbo maintenant va se déplacer pour aller saluer son homme. Ses enfants vont se déplacer pour aller saluer leur père. Pour dire, lui demander les nouvelles, comment ça s'est passé. Et puis ils vont causer calmement. Qui ne sait pas qu'ils sont en couple? Et donc c'est devant le peuple ivoirien, ils doivent démontrer leur couple, leur fidélité ou bien leur amour. Et ils n'ont qu'à s'embrasser maintenant devant le monde entier. Mais vous êtes comment? Il fallait qu'il embrasse Simone Gbagbo devant les gens pour dire, ouais, il aime toujours. Arrêtez quand même vos bêtises là. Quand on est mature, là, on ne fait plus certaines choses. Certaines choses se font entre les quatre murs. C'est dans la chambre, on fait ça. On ne fait plus ça devant les gens. Et embrassez-moi, vous vous êtes embrassé ou vous ne vous êtes pas embrassé devant les gens. Vous vous aimez, c'est tout.
C'est là qui compte, c'est le cœur. Ce n'est pas une histoire de montrer les lèvres, se laver les lèvres, la langue, c'est ça qui prouve l'amour. Il y a des gens qui font ça, oh putain, ils ne s'aiment pas. Ils sont hypocrites. Donc arrêtez vos coloris là. Donc après, Laurent Gbagbo, il va saluer ses enfants. Est-ce qu'à l'aéroport, il a salué ses enfants? Donc vous voulez dire encore qu'il est en conflit avec ses enfants? Ben, ses enfants, c'était à eux-mêmes. Est-ce que le fait de dire... Mais comment vous réagissez même? Est-ce qu'il a eu même le temps de saluer ses enfants? Oh pourtant, ses enfants étaient à leur maman. Et puis il s'est cassé. Donc ça veut dire qu'il est en conflit avec ses propres enfants. Ah, donc Laurent Gbagbo, encore une anti Gbagbo, il déteste même Michel Gbagbo, toutes ces filles-là, il les déteste. Hein, il est en conflit avec tout cela. Arrêtez ça quand même. Ce n'était pas le moment propice pour faire certaines choses. Et quand tu sais que ton adversaire a préparé certaines choses pour t'atteindre, tu es vigilant. Tu demandes à ta famille de rester à la maison. Et c'est Simone Gbagbo qui n'a pas accepté. Qui est venu coûte que coûte. Parce qu'au cas où, lui, Laurent Gbagbo, il perd. Si on la tenait à l'aéroport, il sait que au moins sa femme est là pour s'occuper de ses enfants. Donc, il ne pouvait pas demander à sa femme et ses enfants de venir pendant qu'on dit il y a un piège. Venez, on me rejoindre, ils vont tous mourir. Non. Quand tu es responsable et que tu es conscient, quand tu vois que tu vas quelque part, on dit il y a un danger, tu demandes à ta famille de rester loin. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ta famille, mais c'est pour protéger ta famille, tu leur demandes de rester loin des événements. Et ceux qui ne savent pas interpréter, ils vont dire ah, arrêtez ça. Laurent Gbagbo aime ses deux épouses. Ce n'est pas aujourd'hui il est avec elle. Je vous parle d'une affaire de 88 ans. 88. Nous sommes en 2021. Ça fait combien d'années? D'autres critiquent, ils n'étaient même pas encore nés. Et puis ils critiquent. Et depuis 88, il est avec les deux là, il les gère. Il les gère. Comme un vrai Woody peut gérer. Si vos époux n'arrivent pas à vous gérer à deux, mais tant pis pour vous. Ces deux femmes-là, elles ne se sont jamais battues. L'autre ne dit pas que je suis marocain, Djoula. L'autre dit, ah, je suis abouré. Donc on va se... Non, 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 non. Le mari a fait de telle sorte que les deux se comprennent. Il a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit. C'est une grande personnalité politique. Il ne doit pas voir ses femmes se bagarrer comme des enfants. Non. Elles doivent se respecter. Que l'autre soit âgé, que l'autre, peu importe. Leurs âges, elles doivent se respecter. Et le respecter lui aussi. Et les deux ont compris que non, elles ont un homme, elles doivent respecter l'homme, elles doivent être là pour cet homme. C'est tout. Donc je pense que l'explication est claire. Donc à partir d'aujourd'hui, ne faites plus les amalgames pour dire non, Gbagbo déteste Simone, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Si elle accouchait encore là, vous alliez voir Laurent Gbagbo l'enceinte. C'est parce qu'elle ne peut plus accoucher, son âge a avancé. Donc voilà, tout ce qu'ils peuvent maintenant faire, c'est de parler de politique, quelle stratégie ils vont mettre sur pied pour l'avenir. Mais tous ceux qui sont les ados-moutons là, vous devez savoir que votre règne, pas Gbagbo là, lui, vous avez tout fait. Empêcher les gens de venir, mais vous avez vu la masse populaire. Ils n'ont pas divorcé. Ils sont toujours mariés. Ils n'ont rien. Personne n'a divorcé. Ils sont toujours mariés. Alors, ah non, ça c'est des gens qui mentent. Il n'y a pas de divorce en cours. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas, ils n'ont qu'à se calmer. Mais sachez bel et bien que Laurent Gbagbo n'a pas eu besoin de partager pain, sardine, ou bien blaguer les pauvres en leur donnant les 1000 francs pour qu'ils se déplacent. Quand eux-mêmes ils ont attendu Gbagbo, Gbagbo même il n'a pas lancé appel. Est-ce que vous l'avez vu? Vous dites sortez massivement. Lui il ne parle pas beaucoup. Il dit je viens le 17, c'est tout. Le peuple a compris et il a compris le peuple. Il lui a suffi de dire, je viens le 17 et puis c'est tout. Il ne parle plus beaucoup. Il est dans son coin, il dit, Gbagbo ne parle pas.
Mais le peuple parle à sa place. C'est gâté Nanina. C'est gâté partout. Les gens sont sortis. Le RADP a tout fait pour empêcher d'autres de se rendre sur Abidjan. Ça c'est petit, hein, ce que vous avez vu à Abidjan. Mais les autres villes de la Côte d'Ivoire, il y a des militants de Laurent Gbagbo qui sont remplis là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez vu à Abidjan, là, ça, ce n'est rien. Ceux qui sont sortis, ils ont seulement bipé à la Ouattara pour lui dire qu'en Côte d'Ivoire, la popularité, le plus populaire de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Et il demeure Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Le plus populaire, l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire, hein, l'homme politique le plus populaire de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Ce que vous avez vu à Abidjan, ce n'est rien. C'est-à-dire, Gagnoua n'est pas encore sorti. Les villes, guerriers ne sont pas encore sortis. Les abbés, les bouets, les guerriers, les gourous, les avikams, en tout cas, les atiers, c'est moi qui vais citer. Même au nord là-bas, il y a ses militants. Tout le monde n'est pas encore sorti. Il y a des gens, il y a des vieux qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui ont la capacité d'aller voter. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui ont la capacité de voter. Eux là, ils sont assis et puis ils regardent. Gbagbo, et puis ils dansent chez eux. Gbagbo, c'est un phénomène. Ça là, ils ont bipé Ouattara seulement. Pour lui dire, Draman, tu fais erreur, tu vas à une élection, Laurent Gbagbo, il te met KO dès le premier tour. C'est moi et vous dis, dès le premier tour, si on dit, il y a élection là, Laurent Gbagbo met Alassane Ouattara au tapis. Et lui-même, il est conscient. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a dit aujourd'hui? On lui a posé la question, pour ceux qui ne savent pas, on lui a demandé comment vous voyez l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'apprécie pas ça parce qu'il est venu avec le couteau dans les dents. Ouattara dit Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire avec un couteau dans les dents. Il veut dire quoi par là? Je n'en sais rien. Ça veut dire entre ses dents. Voilà. Il dit qu'il est rentré en Côte d'Ivoire avec un couteau entre ses dents. Ça veut dire Ouattara reproche à Laurent Gbagbo de venir encore avoir un comportement belligérant, un comportement qui ne rentre pas dans le cadre de la paix. Oh putain, il n'a rien fait de grave, mais il a été bipé, donc il est effrayé. On dit, mais il a été acquitté à la CPI. Il dit oui, voilà pourquoi il est rentré. On dit, mais la condamnation du pays, comment vous voyez ça? Il dit, il peut prendre un décret pour annuler la condamnation si seulement si Laurent Gbagbo ne veut plus parler de la politique. Et qu'il décide de se retirer de la scène politique. Est-ce que vous comprenez? Quand on vous dit les adomoutons, quand on vous dit Ouattara a peur de Laurent Gbagbo, il sait que s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, Gbagbo est là. Même si Gbagbo lui-même il n'est pas candidat, et qu'il donne l'ordre aux Ivoiriens de voter. Même s'il sélectionne Akeungba pour dire Akeungba, tu es mon candidat. Ouattara, même si Ouattara, même le propriétaire du RADP, il n'a qu'à se présenter. Akeungba va le mater sur le terrain. Ils le savent. Donc Ouattara, il dit quoi? Il dit une seule condition pour que il annule la condamnation de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo décide de se retirer de la scène politique, mais ce qu'il voit, il voit qu'il est déterminé, il ne veut pas se retirer. Et il a appris, Ouattara, aujourd'hui, il dit, il a appris que Laurent Gbagbo prévoit de vouloir se poser comme candidat en 2025. Est-ce que vous comprenez? Il dit, Laurent Gbagbo veut être candidat en 2025. Il dit, mais la condamnation empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Est-ce que vous comprenez? Donc cette condamnation, ce n'est pas une histoire de dire Laurent Gbagbo a tué et tout. Non. C'était une condamnation politique parce que le RADP avait peur que la CPI relâche parce qu'ils avaient déjà les échos. Que leurs argumentations, leurs preuves étaient faibles et que Laurent Gbagbo n'allait pas être condamné suite à ce qu'ils ont envoyé là-bas comme témoin et preuve. Donc il fallait vite dépêcher les Adou Richard et autres pour constituer d'autres dossiers politiques pour
frapper Laurent Gbagbo sur une condamnation afin de l'empêcher d'être candidat. Parce qu'ils savent que s'il se retourne et qu'il n'est pas condamné, s'il est candidat à une élection, il gagne. Est-ce que vous comprenez? Donc il fallait le condamner pour mettre une épée de Damoclès sur sa tête. Quand il va vouloir se poser comme candidat, ils vont dire non, tu es condamné et que la constitution ivoirienne empêche tout prisonnier d'être candidat. Est-ce que vous comprenez? Donc voici la stratégie de Dramane Ouattara pour empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat en 2025. Parce que Ouattara est convaincu qu'en 2025, il va faire un 4e mandat, c'est-à-dire 2e mandat de son histoire de la 3e République. Il prévoit de faire un 4e mandat. Ensuite, à cette candidature, s'il en face de Gbagbo, ce n'est plus Bédi, hein. Ce n'est pas une histoire d'affaire ou bien un truc au KKB. On parle du Woody de truc de maman. Ouattara, il sait qu'il ne peut pas faire un coup KO. Il est convaincu que en face de lui, Gbagbo, là, Ouattara, il ne peut pas faire un coup KO. Là, il est habitué au un coup KO depuis que Laurent Gbagbo n'est pas là. Donc, il est habitué, c'est facile pour lui de faire les un coup KO. Mais comme Laurent Gbagbo est de retour, et que s'il laisse Laurent Gbagbo être candidat, en 2025, il sait dans sa tête là que un coup KO là, c'est impossible. Et il voit maintenant l'alliance entre Gbagbo et Bédié, le PDCI. Donc, si dès le premier tour, Ouattara n'arrive pas à faire le un coup KO, et qu'il y a 2e tour, mais qui va le supporter lors du 2e tour? Puisque le PDCI va quitter derrière lui. Question, voilà la chute du RADP. Ouattara, il voit le danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas annuler la condamnation, mais non plus, ils ne vont pas arrêter Gbagbo. C'est une condamnation qui est là comme ça, et qui devient un chantage politique. Ils ne vont pas l'arrêter pour le mettre en prison, mais tout simplement, ils gardent cette condamnation pour qu'ils puissent empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est tout ce qu'ils veulent en fait. Donc, vous, soi-disant, vous que ici à Diaby manipule, vous n'avez rien compris. Cette condamnation, ce n'est pas parce que Ouattara il vous aime et qu'il veut justice pour vous, non. C'est une manière d'empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. Il ne pourra jamais faire la prison en Côte d'Ivoire pour cette histoire, parce qu'il est innocent. Ils vont maintenir la condamnation pour qu'en 2025, on puisse dire non, Gbagbo, vous ne pouvez pas être candidat, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Mais lui-même, il sera surpris par les événements. C'est là encore, il va voir, parce que si Laurent Gbagbo dit je suis candidat, lui-même, le peuple même va l'accompagner au siège de la CEI. Au siège de la CEI. Ils vont dire le Woody est venu déposer sa candidature. Quand les gens de la CEI vont le voir là, eux-mêmes, ils seront obligés de valider. Ils vont prendre le truc de Laurent Gbagbo. Ce jour-là, c'est une foule. Toute la Côte d'Ivoire va se lever pour accompagner Laurent Gbagbo. Parce que les gens vont dire, il vient pour prendre le pouvoir. On est venu prendre le pouvoir. Donc, quand ils vont voir la marée humaine, c'est ça. Ce n'est pas KKB ou bien Pingesa qui vient à 2 personnes. Ils vont dire, Gbagbo s'en va déposer sa candidature. Le peuple va attendre ça. Mais les gens, ils vont crier, on va libérer le pays. Ouattara n'a qu'à partir. Donc, du coup, les gens vont venir en masse. Ce jour-là, ça sera encore... C'est-à-dire, les forces de sécurité et de défense vont user de la violence pour repousser les gens. Quand Gbagbo va déposer sa candidature, tous les Ivoiriens seront branchés sur leur téléphone portable, sur leurs ordinateurs, devant leurs écrans, en train d'attendre. Ils vont attendre le communiqué du président du Conseil constitutionnel. Ils vont dire, on te regarde, il faut parler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu refuses la candidature de Gbagbo, on va gâter le pays en même temps. Donc, c'est-à-dire, le pays sera sur un pied, en train d'attendre le président de la CEI, s'il doit valider la candidature de Gbagbo, ou bien il va refuser. Lui-même, pour prononcer le nom de Gbagbo, c'est-à-dire, si Ouattara lui demande d'annuler, Ouattara, ce jour-là, il ne va pas être au pays. C'est moi qui vous le dis. Il va dire non, il voyage. Il va être hors du pays. Et il va demander à l'autre de tenir le communiqué. Mais lui-même, quand ils vont lui dire de tenir le communiqué, il va tomber. Parce que le peuple est prêt. Dès qu'il dit que Gbagbo n'est pas candidat, c'est gâté pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élection. Ils vont parler aux élections. C'est tout. Il aura
un gouvernement transitoire. Parce qu'à partir de ce moment où il n'y a plus d'élection, la légitimité de Ouattara n'est plus reconnue. Et donc il doit dégager du pouvoir pour qu'il y ait une transition et organiser une nouvelle élection qui permettra à tous les candidats d'être candidats et participer pour que le peuple puisse faire son choix. Voilà les règles. Lui-même il le sait, lui et son RADP là, ils vont tout faire. Et ce jour-là, s'il s'hasarde à tuer des gens là, il sera tenu pour coupable et responsable de crimes contre l'humanité. Et vers sa fin, ça sera la CPI. Il faudrait que ça soit clair. Donc voici le plan. Donc qu'ils veulent ou pas, Gbagbo sera candidat en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Et si les candidats ils gagnent, donc le prisonnier de la CPI va devenir président de la République. Et le président de la République va chercher la voie de la CPI. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc pour finir, j'aimerais encore vous rappeler que les médicaments sont toujours disponibles pour tous ceux qui aimeraient bel et bien s'en approprier. C'est-à-dire, il y a le médicament de la faiblesse sexuelle. Je ne parle pas d'atoténon. C'est un médicament qui soigne définitivement la faiblesse sexuelle. Donc, si tu as un problème de faiblesse sexuelle, tu me contactes, je te donne. On appelle ça la poudre magique. Tous ceux qui ont payé ont été satisfaits, ont été heureux aujourd'hui. Ils sont fiers d'avoir leur femme et de soulager, satisfaire leur femme au lit. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Je ne vais plus trop parler sur ça parce que c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves. Donc on ne parle plus trop là-dessus. Il y a aussi celui de l'hémorroïde. Et l'hémorroïde, on l'appelle le coco en Côte d'Ivoire. C'est un médicament qui a une réaction vraiment rapide. Et cette réaction, 5 jours de traitement, mon frère, tu n'as plus de coco. Quel que soit le degré du coco, tu as 5 jours de traitement, ton coco est mort, c'est fini pour toujours. Et ce même médicament soigne les règles douloureuses, c'est-à-dire une femme qui a des règles douloureuses, qui souffre. À chaque fois que ces règles viennent, elle pleure parce qu'elle a une forte douleur. Pendant que ces règles viennent, pendant qu'elle ressent la douleur, elle prend un simple verre, un seul verre, elle met le médicament, elle boit seulement, c'est fini. Les prochaines règles qui vont venir, il n'y a plus de douleur. C'est-à-dire ces règles douloureuses prennent fin pour toujours. Elle va avoir ces règles, mais elle n'aura plus de douleur. Or, un tel médicament, vous ne pouvez pas voir ça sur le marché. Un tel médicament, même en Afrique, c'est rare d'avoir un tel médicament. Mais moi, j'en ai. Donc, ne vous inquiétez pas. Les femmes qui souffrent de fibromes, de kyste, ne souffrent plus. Venez. Je vais vous donner le médicament pour vous aider à mettre ça hors d'état de nous. Il y a d'autres personnes qui souffrent de reins. On a problème de reins, problème de reins, problème. Mon frère, ma soeur, tu as problème de reins. Ne souffre plus. Viens, le contenant va te donner le remède qui va te guérir pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais stopper la vidéo. Je vous communique mes contacts. 0033 7 53 02 44 64. Ça, c'est l'un de mes contacts pour me retrouver sur WhatsApp. Donc, enregistrez ça sur vos téléphones portables. Vous me verrez sur WhatsApp. Vous allez m'écrire pour passer vos commandes. Voici mon deuxième contact. 0032 46 52 54 128. Ce numéro, vous l'enregistrez sur votre téléphone ou sur vos téléphones portables. Vous verrez mon WhatsApp, vous m'écrivez en privé pour passer vos différentes commandes. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.